Notre invité ce matin est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Jean-Michel Apathy. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Près de 200 défilés auront lieu aujourd'hui dans différentes villes françaises pour protester contre la réforme du Code du travail initiée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Vous-même, Laurent Berger, vous dirigez la CFDT, vous vous êtes dit déçu et inquiet par cette réforme, mais vous ne participez pas au défilé. Pourquoi, quand une réforme vous inquiète, vous n'allez pas la dénoncer dans la rue avec d'autres syndicats ? D'abord, je pourrais dire pourquoi cette réforme, plus que nous décevoir, elle nous inquiète maintenant. On est en désaccord sur certaines parties, c'est qu'elle ne laisse pas l'espace au dialogue social alors qu'elle prétend l'inverse. Alors parlons du fond, d'accord, si vous voulez. Eh bien, tout simplement, dans la partie sur le dialogue social dans les entreprises, on s'aperçoit que l'instance représentative du personnel sera unique. On va fusionner les instances sans forcément laisser la possibilité de s'organiser autrement dans les entreprises, sans avoir d'éléments sur les moyens pour les représentants du personnel. On a fait baisser le recours à l'expertise pour les représentants des salariés, qui leur permet de mieux connaître la situation économique de l'entreprise, la situation sociale de l'entreprise. Et puis, on n'a aussi pas été novateur, créatif sur la place des représentants des salariés dans les conseils d'administration, sur le fait de davantage aller vers de la codécision dans les entreprises. Donc la CFDT, elle est en désaccord avec cette partie-là de la loi, inquiet, et en désaccord aussi avec les mesures qui sont censées permettre de l'embauche parce qu'on va pouvoir licencier plus facilement. C'est-à-dire limitation au prud'homme ou d'autres choses comme ça. Et puis des mesures extrêmement graves comme la rupture conventionnelle collective qui en gros va permettre de faire partir des salariés sans qu'ils aient la protection que leur offre un plan social et sans que la difficulté économique de l'entreprise soit avérée. Donc vous êtes assez sévère avec cette réforme. Oui, je suis sévère. C'est une mauvaise réforme ? Oui, je crois qu'en tout cas, il y a une grosse occasion manquée de renforcer le dialogue social dans les entreprises. Occasion manquée, excusez-moi, moi ça ne me parle pas. Est-ce que c'est une mauvaise réforme ? Oui, telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas une bonne réforme. Et donc, la CFDT, elle est en désaccord avec une grosse partie de cette réforme. Il y a aussi des points que nous avons fait avancer, parce que dans cette concertation, on ne le dit pas suffisamment, mais les organisations syndicales qui ont fait les réunions, qui se sont engagées, qui ont pesé, ont fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositions encore plus mauvaises qui ne soient pas prises. Ça, c'est aussi le syndicalisme. Il vaut mieux être là pendant l'été pour essayer de travailler et de se mobiliser aussi dans les discussions. Ça, c'est un message à Philippe Martinez. Voilà. Si vous voulez. La CGT. Si vous voulez. Et donc, lorsque la CFDT est en désaccord, elle regarde quelle est sa stratégie. La stratégie, c'est aujourd'hui de porter ce désaccord auprès des différents acteurs. Donc nous allons d'abord peser dans les décrets. Vous savez que dans les décrets, il y a beaucoup de choses dans ces ordonnances qui sont du domaine du réglementaire, et c'est dans les décrets. Dans les décrets, il y aura par exemple les moyens pour les représentants du personnel, mais il y aura aussi des choses autour de la façon dont ça se passe pour les prud'hommes, etc. Donc nous mobilisons dès maintenant, mais nous allons continuer à le faire dans les décrets. Deuxièmement, nous allons nous adresser aux salariés. Demain, plus qu'aujourd'hui encore, ils auront besoin de syndicalisme dans les entreprises pour pouvoir peser face à leur employeur, parce que je rappelle que parmi les mesures qui provoquent notre désaccord, il y a la situation des salariés des moins de 20. Qui vont être soumis à une forme de décision unilatérale de l'employeur. Des négociations pourront avoir lieu sans un représentant syndical mandaté. Ça ne sera même pas de négociation. Dans les moins de 20, c'est l'employeur décidera. Et ensuite, il demandera aux salariés, s'il y a 2 tiers, ils sont d'accord pour valider sa décision, de les faire travailler plus longtemps, etc. etc. Et donc, vous allez dire aux salariés, si vous êtes confrontés à cela dans votre entreprise, contactez les syndicats. Contactez la CFDT particulièrement. La CFDT, d'accord. Et ensuite, nous allons nous interpeller les directions dans les entreprises en disant quelle est votre vision du dialogue social. Et par exemple, on sait qu'il y a plus de renvois à négociation d'entreprise dans ces ordonnances. La CFDT est par essence plutôt d'accord avec ça, et même d'accord avec le renvoi à négociation d'entreprise pour faire des droits les plus adaptés à la situation de l'entreprise et des salariés dans ces entreprises. Mais il faut donner les moyens du dialogue social réel dans ces entreprises. Il faut reconnaître le rôle du syndicalisme, mais aussi des représentants du personnel. Et donc, nous allons dire à ces directions, quelle est votre vision du dialogue social ? Est-ce que vous êtes prêts à négocier des accords de dialogue social avant même de discuter du temps de travail, etc. Et enfin, nous allons nous interpeller les députés et le Premier ministre et le Président de la République en disant, voilà notre analyse de ces ordonnances, et voilà aujourd'hui la démonstration, on va faire la démonstration avec des sections syndicales, de ce que produit le dialogue social. Imaginez qu'à Toyota, il n'y ait pas de dialogue social, il n'y aurait pas ces accords et ces avancées pour les salariés et pour l'entreprise. Imaginez qu'à Renault, il n'y ait pas eu de dialogue social. Imaginez qu'à STX, etc., etc. Et nous allons nous adresser à ces députés et à l'exécutif. Et malgré le constat sévère que vous faites, Laurent Berger, de cette réforme du Code du travail, vous n'êtes pas dans la rue. Pourquoi ? D'abord, je voudrais qu'on cesse de considérer que l'action syndicale
elle n'a de sens que lorsqu'on manifeste. Manifester, c'est important, c'est un droit constitutionnel et nous l'utilisons à chaque fois que nous l'estimons nécessaire. Cette manifestation du 12, elle a été décidée le 12 juin à peu près, 3 mois avant. Avant même qu'on soit engagé réellement dans les concertations, avant même qu'on connaisse ce qu'il y aura à la fin, puisqu'une partie des choses, nous les avons d'ailleurs découvert in fine dans les derniers jours ou même le 31 août. Et nous continuons d'ailleurs de peigner ces ordonnances parce qu'il y a beaucoup de diable dans les détails. Et donc, la CFDT, elle ne répond pas à une convocation d'une autre organisation syndicale. Je le dis. Alors ça, c'est juste un problème de forme ? Non, c'est aussi parce que c'est aussi une question de stratégie. Aujourd'hui, vous l'avez dit très bien sur cette antenne ce matin, il y a d'autres rendez-vous à venir. Pour pouvoir peser dans ces autres rendez-vous, il faut faire une analyse critique de ce qui se passe. Il faut faire en sorte que le dialogue social se passe au mieux malgré ces ordonnances. Et donc, on ait les moyens de fonctionner. Ouais, et qu'ensuite, on puisse s'investir sur les dossiers. Parce que là, on a beaucoup parlé flexibilité, finalement, dans ces ordonnances. Puis les dossiers sécurité pour les salariés, ils arrivent, assurance chômage, formation. Et nous voulons pouvoir peser là-dedans. Et nous disons au gouvernement, attention, ça ne peut pas se passer exactement de la même manière. Ouais, votre justification, finalement, on a le sentiment, c'est le pragmatisme. C'est une façon de nous dire, peut-être aussi que vous avez compris que sur ce dossier-là, le gouvernement et l'Élysée ne reculeront pas ? C'est ça aussi que vous avez compris pendant toutes ces séances de concertation ? J'ai compris surtout qu'on pouvait les faire reculer. Ça ne valait pas le coup d'y aller. J'ai compris surtout qu'on pouvait les faire reculer sur un certain nombre de points. J'en prends un par exemple. Il était prévu à un moment donné que le seuil de déclenchement des plans sociaux soit à 30 salariés au lieu de 10 aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça pouvait vouloir dire comme facilité pour les employeurs. Et puis, des points comme ça, il y en a beaucoup sur lesquels nous avons fait reculer, nous, mais aussi d'autres organisations syndicales. Et donc oui, je crois qu'on a tous compris qu'il y a une forme de jeu qui s'opère entre politiques, je ne parle pas des organisations syndicales, entre on montre nos muscles de chaque côté, et nous, on ne veut pas se retrouver au milieu en ayant une forme de faiblesse qui soit déclarée. La CFDT, elle va continuer de se mobiliser, elle est la plus présente aujourd'hui dans les entreprises, et c'est là que continuera à se faire le syndicalisme demain. Cette bataille-là n'est pas gagnable. Cette bataille-là, elle est difficile. Elle est gagnable par les décrets, en faisant évoluer les décrets. Elle est gagnable ensuite par la mise en œuvre pour se battre au quotidien dans les entreprises. C'est évidemment moins spectaculaire. Je le sais, vous savez. On sait très bien ça. On sait que c'est une période difficile. C'est beaucoup moins spectaculaire, sans doute. Mais c'est beaucoup plus efficace. Et ça qu'attendent les salariés du syndicalisme encore plus demain, c'est de l'efficacité. Vous restez avec nous, Laurent Berger, bien sûr. Voici à 8h40 l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Et la bataille dans la rue, quelle mobilisation contre la réforme du Code du travail. 180 manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France à l'appel de la CGT avec FSU et Solidaires. Principal défilé à Paris cet après-midi entre Bastille et Place d'Italie. La préfecture table sur un cortège modeste de 10 000 personnes. On sera largement au-dessus, affirme sur France Info le secrétaire confédéral de la CGT. 4 000 préavis de grève ont également été lancés, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie, des transports. Trafic perturbé à la RATP sur les RER A et B en Ile-de-France, à la SNCF sur les trains de banlieue et les trains régionaux. Appel à la grève aussi dans les écoles et les cantines scolaires. À Saint-Martin, retour en classe au mieux après les vacances de la Toussaint. C'est l'objectif du ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer accompagne Emmanuel Macron aujourd'hui et demain sur place. Il veut faire un état des lieux des établissements scolaires. Seules 3 des 21 écoles de Lille sont encore debout. Début de la saison européenne pour le PSG. Les Parisiens retrouvent la Ligue des Champions ce soir à 20h45 contre le Celtic à Glasgow avec les nouvelles recrues stars du club, Cavani, Mbappé, Neymar et du coup des prétentions affirmées pour le titre. France Info. Notre invité ce matin est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Jean-Michel Apathy. Donc, manifestation aujourd'hui. Quel est le but que poursuit la CGT, qui est la principale et sinon l'unique organisatrice de ces défilés ? Philippe Martinez, qui était l'invité de France Info il y a une dizaine de jours, l'expliquait ainsi, le but. On l'écoute. On peut modifier parce que s'il y a une forte contestation, on peut modifier des choses. Oui. L'objectif, c'est qu'il y ait une réforme du droit du travail, mais une autre réforme qui renforce les droits des salariés. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez que cette réforme-là peut être retirée s'il y a beaucoup de manifestants ou bien elle va passer de toutes les façons? Le gouvernement ne reculera pas. Quel est votre sentiment ou votre conviction? Ne comptez pas sur moi pour vous dire le gouvernement ne bougera pas, etc., qu'ils fassent les coups de menton qu'ils entendent faire s'ils veulent le faire. C'est un coup de menton de maintenir la réforme? Non, mais de faire ce style de déclaration, nous ne reculerons pas, etc. Vous savez, moi j'en ai un peu assez du débat public, du débat social qui se passe autour de postures, etc. Parlons des sujets de fond et faisons évoluer les choses. Le fond, on en a parlé. Et maintenant, il y a une manifestation pour essayer de... Oui, eh bien ça appartient
bien. Moi, d'abord, quelque chose premièrement, je respecte ceux qui aujourd'hui vont exprimer leur mécontentement dans la rue. C'est leur droit et je ne vois pas pourquoi on serait en train de les juger. Personne ne le conteste, le droit. Non, bien sûr. Vous respectez aussi les militants de la CFDT qui seront dans la rue? Bien sûr, je respecte tous les militants de la CFDT. Il n'y en aura pas tant que ça. Et vous savez, ça vous chagrine, ça vous... Non, mais vous savez, on est une organisation démocratique et quand on a plus de 800 000 adhérents, si on essaye d'avoir une pensée unique, on meurt au bout de très peu de temps, ou alors on devient une organisation antidémocratique et on ne pourra pas dire de la CFDT que ce n'est pas une organisation démocratique. Tout le monde sait nos combats pour la démocratie un peu partout dans le monde. Ils seront nombreux, non, je ne crois pas. Les militants de la non, je ne crois pas. CFDT. Et de toute façon, les militants de la CFDT, ils sont mécontents de cette réforme, mais ils sont aussi très mobilisés. Vous savez, nous allons en réunir 10 000 des représentants des salariés le 3 octobre. Initialement, c'était prévu, et c'est toujours prévu, pour fêter notre première place d'organisation syndicale dans les entreprises privées. Nous allons adapter un peu le contenu pour discuter aussi de cette réforme du travail et pour discuter de ce que ça implique comme mobilisation syndicale ensuite dans les entreprises. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'avenir du syndicalisme, c'est aussi d'être présent aux salariés. Et malheureusement, il y aura de nouvelles règles du jeu dont certaines nous déplaisent. Eh bien, on évoluera avec ces règles du jeu pour être utile aux salariés. Donc, la manifestation a lieu. Emmanuel Macron a-t-il encourager des manifestants à rejoindre les cortèges cet après-midi? Certains le pensent après sa déclaration vendredi à Athènes où il pointait les fainéants, les extrêmes et les cyniques. Mais Emmanuel Macron n'a pas reculé. Hier, il était à Toulouse et il assume les mots qu'il a employés. On écoute le président de la République. J'ai interpellé toutes celles et ceux qui, 15 ans plus tôt, avaient dit qu'en Europe ou en France, on pouvait ne pas bouger et qui, 15 ans plus tard, se réveillent avec le Brexit, la Pologne qui nous tourne le dos, une crise européenne et des difficultés françaises. Arrêtez l'emploi du mot fainéant ou pas? Absolument pas. Une polémique aujourd'hui. Mais parce que vous voulez faire une polémique, je ne l'ai pas fait avec l'esprit de polémique, mais on ne peut pas faire avancer notre pays si on ne dit pas les choses en vérité. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations du président de la République? C'est inapproprié. Et moi, j'ai le sentiment d'un jeu d'acteur. Je veux le dire franchement. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle d'un président. Vous savez, je crois que M. Macron, il ne faut pas qu'il oublie, il a été élu sur l'optimisme, une volonté d'optimisme, on peut faire les choses, et une forme de bienveillance, en disant on peut peut-être déplacer des clivages, etc. Et 3 mois après, on a des mesures qui sont injustes socialement, comme les APL, la baisse des contrats aidés, un certain nombre de mesures qui sont annoncées dans les fonctions publiques, et on a des espèces de déclarations comme ça. On a le sentiment que l'ambition, c'est de monter les uns contre les autres, comme si c'était un peu comme on a connu parfois dans le passé avec d'autres présidents de la République. Vous pensez à qui? Nicolas Sarkozy? Oui, c'était voilà. Et je trouve que c'est inapproprié et que c'est pas de nature à apaiser le débat et à discuter sur le fond. On a le droit en démocratie d'être en désaccord, et ça ne fait pas de ceux qui sont en désaccord des ringards ou des nuls, ou des fainéants. Ni des feignants. On a le droit de considérer, et c'est notre cas, qu'on n'a pas tout fait. D'ailleurs, moi, je considère que dans cette réforme du travail, on n'a pas tout fait, on n'a pas été créatif. Et je considère qu'on est peut-être un peu trop en avance sur notre vision de l'entreprise et la vision du dialogue social de l'entreprise. On regrette que ça n'a pas fait. Ça ne fait pas de ceux qui ont fait cette réforme des feignants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire ce procès du passé. Regardons l'avenir, regardons ces transitions qui sont devant nous, la transition écologique, la révolution numérique, l'évolution du travail, une société qui se tend, et donnons des messages positifs, d'espoir, et disons le chemin à suivre. Affrontons-nous sur les idées, mais arrêtons ces mots inappropriés et qui blessent, je vous le dis. Ça vous a blessé? Non, pas moi. Vous, mais... Qui blessent des salariés et qui blessent des militants parce qu'ils ont le sentiment que pendant 30 ans ou 15 ans, il ne s'est rien passé et que personne ne s'est mobilisé pour faire du bien commun et améliorer la situation. Vous êtes le premier, Laurent Berger, que j'entends dire que Emmanuel Macron fait du Sarkozy. Non, j'ai dit que faire des déclarations comme ça et faire des coups de menton, ça nous rappelle des trucs. Et j'assume. C'est bien ça. Donc, c'est bien ce que vient de dire Jean-Michel Apathy. Ça vous rappelle quel truc? Ça rappelle des déclarations à l'emporte-pièce en disant... De qui? De M. Sarkozy, oui, bien sûr. Mais non, mais ou d'autres responsables politiques. Mais vous savez, moi je pose la question, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un débat public, d'un débat politique qui se résume à des polémiques stériles? Regardez ce qui s'est passé sur l'ouragan et le drame qu'ont vécu nos concitoyens. D'accord, on voulait vous en parler. Regardez, je veux dire, on a le sentiment
que le débat politique se passe à coup de polémique, y compris avec des trucs les plus idiots qui soient, en disant que l'ouragan était passé par les États-Unis, etc. Des trucs débiles. Est-ce qu'on a envie d'un personnel politique qui soit à ce niveau-là? Non. Mais je n'ai pas non plus envie qu'on ait un président de la République ou des élus qui soient dans la recherche d'une forme de confrontation. Et donc oui, je pense que ça sert tous ceux qui pensent que notre pays doit avoir des logiques d'affrontement. Et moi, je suis plutôt sur des logiques de dialogue, de compromis. Il y a du calcul, vous croyez, dans cette déclaration? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vu d'Emmanuel Macron? Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, notamment pendant l'été. Oui, et avant, pendant la campagne. Non, ça ne lui ressemble pas, non. Ça lui ressemble pas. En tout cas, ça ne ressemble pas dans les discussions qu'on a eues. Tous les responsables syndicaux en ont eu avec lui. Non, ça ne ressemble pas. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une volonté de bienveillance, d'apaisement de la société, et que ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui. Quand vous avez entendu ça, vous ne vous êtes pas dit, Laurent Berger, que vous étiez, pardon pour l'expression, que vous étiez un peu fait rouler? Cette déclaration-là? Oui. Non, je n'ai pas entendu. Vous ne vous êtes pas dit, tiens, peut-être que finalement on aurait dû y aller, si c'est pour que ça se termine comme ça, à la manif? Non, mais vous savez, vous n'avez aucun regret? Non. Je suis en désaccord avec le contenu, mais j'ai aucun regret. Vous savez, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne dirige pas une organisation syndicale à coup de virages à gauche ou de virages à droite successifs, sans que ça ait de connotation politique d'ailleurs, les virages en question. C'est-à-dire, il faut une cohérence. La cohérence de la CFDT, c'est qu'il faut davantage de dialogue social dans les entreprises. C'est ce qui a fait que nous nous sommes engagés en 2016, c'est ce qui a fait que nous continuons de croire qu'il faut du dialogue social et de la négociation d'entreprise. Mais il faut que ce soit à armes égales. Et aujourd'hui, ce qui est fait dans ces ordonnances, ce n'est pas à armes égales. Tout simplement pour une raison simple, c'est que la conception de l'entreprise n'est pas la nôtre. Nous pensons que l'entreprise est un bien qui doit se partager et où le pouvoir doit être partagé. Et c'est malheureusement pas ce qui a été fait. Une question personnelle comme ça qui me traverse l'esprit en vous écoutant, Laurent Berger. Après sa déclaration, vous avez essayé de joindre Emmanuel Macron au téléphone pour lui dire c'est pas bien ça? Non, je suis ni dans un rôle de conseiller, ni d'allié, ni d'opposant. Je suis juste un syndicaliste à ma place. Vous restez avec nous, Laurent Berger. Il est 9h moins 10. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Une première mobilisation contre la casse du droit du travail. Philippe Martinez ce matin sur France 2. Le leader de la CGT attend du monde dans les cortèges. Aujourd'hui, 180 manifestations partout en France contre les ordonnances. Des militants de FO présents aussi dans les manifestations. Plus de la moitié des unions départementales ont appelé à la mobilisation contre l'avis de leur leader Jean-Claude Mailly. Principale perturbation dans les transports. Les routiers aussi sont appelés à faire grève. Les forains se joignent également au mouvement. Barrage filtrant près de Strasbourg en ce moment, de Lyon, d'Épernay, de Rouen, de Lille. Le blocage est en train d'être levé. Place de l'Étoile sur les Champs-Élysées à Paris. La circulation vient d'être rétablie place de la Concorde. Rien à voir en fait avec les ordonnances. Les forains dénoncent l'ubérisation de leur métier. Emmanuel Macron est loin de tout ça, à presque 6000 km. Il est dans l'avion pour la Guadeloupe. Le président doit atterrir à Pointe-à-Pitre en fin de matinée, heure de Paris, 6 jours après le passage d'Irma. Il va survoler Saint-Martin avant d'aller à la rencontre des sinistrés, des secours et des forces de l'ordre. Nouvelle sanction contre la Corée du Nord, adoptée à l'unanimité la nuit dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU pour limiter l'approvisionnement en gaz et en pétrole du pays, après le dernier essai nucléaire de Pyongyang au début du mois. France Info. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. Beaucoup de réformes sont annoncées, certaines très importantes. La réforme des retraites, par exemple. Emmanuel Macron, si on a bien compris, veut unifier tous les régimes de retraite et faire en sorte que chaque cotisation donne les mêmes droits à tout le monde. C'est le projet que porte depuis longtemps la CFDT ? Nous voulons aller vers une harmonisation des régimes de retraite, mais nous le voulons pour réduire les injustices qui sont inhérentes aujourd'hui au système des retraites. Vous savez, par exemple, il y en a une qui touche les polypensionnés, ceux qui ont travaillé à la fois dans le privé et dans le public, et qui ne se retrouvent pas au moment de la retraite en termes de niveau de retraite. Nous voulons faire en sorte que les femmes qui sont discriminées sur la question des retraites ne soient plus discriminées en revoyant, par exemple, les avantages familiaux. Donc, on va voir la concertation qui va être lancée, parce que vous savez, avec un bon horizon, un bon objectif, on peut aller par plusieurs chemins. Et le chemin compte beaucoup. C'est Michel Rocard d'ailleurs qui disait que le chemin compte autant que l'objectif. Et je crois qu'on va voir dans la concertation qui va être lancée comment ça va se passer. Ça devrait se lancer d'ici la fin de l'année et se dérouler sur plusieurs mois, je l'espère, parce que c'est un sujet complexe qui ne méritera pas de précipitation. L'un des blocages, quand on présente la réforme comme je l'ai fait, c'est-à-dire unifier, ou comme vous l'avez dit, unifier tous les régimes de retraite, c'est la fin des régimes spéciaux.
Il faut aller vers la fin des régimes spéciaux, à EDF, à la SNCF. Mais il faut regarder, c'est domaines. là où on ne peut pas répondre en 30 secondes. C'est-à-dire qu'il faut regarder régime par régime. Il y a une forme de fantasme parfois sur les régimes spéciaux. SNCF. Ou sur parfois, par exemple, le régime des fonctionnaires. On parle des 6 derniers mois pour le régime des fonctionnaires. Mais quand vous êtes de catégorie C et que vous avez une carrière totalement plate, ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous voudrez mieux que les primes soient prises en compte. Donc, on va regarder ce sujet-là. On va prendre le temps de cette concertation. Je l'espère et que ça ne va pas se faire en quelques réunions parce que c'est un sujet très complexe. Et il est hors de question pour la CFDT, je vous le dis, de pointer les cheminots ici, les gaziers là, etc. Mais c'est bien, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est bien d'attaquer ce chantier. Mais une à bonne une chose. seule condition, c'est que ces mutations, ces transformations qui peuvent être nécessaires si elles sont justes, et donc c'est ça qu'il faudra évaluer, elles ne peuvent se dérouler que sur une longue durée. Il faut une longue durée de transition. Et ce qu'on sait qu'en Suède, ce n'est pas 10 ans qu'ils ont mis pour le faire. Ils ont mis 15 ans pour faire évoluer leur Nous, système. ça fait 30 ans qu'on essaye. Ouais, c'est pas à la CFDT qu'il faut reprocher d'avoir dit Enfin, fait non, des parce que choses. vous dites Je la Suède a rappelle mis du temps, nous aussi si on met plus du temps. d'un million de salariés sont partis avant l'âge légal de la retraite pour carrière longue, c'est dû à la CFDT et le courage d'un homme qui s'appelle François Chérec. Si les comptes pénibilité, malgré la refonte qui vient d'avoir, existe pour prendre en compte le fait que des gens meurent plus vite parce qu'ils travaillent dans des conditions de travail pénibles, c'est grâce à la CFDT, etc. Et je peux continuer comme ça sur... Je note que vous êtes prudent sur les régimes spéciaux. C'est votre droit, mais je note que vous êtes prudent. Oui, si vous voulez. Non, je suis attentif à ce qu'on ne stigmatise pas des populations. J'en ai assez de ça. La fin du paritarisme à l'UNEDIC, c'est aussi le projet d'Emmanuel Macron. Bonne ou mauvaise idée? Non, mais le paritarisme en soi n'est pas un objectif, mais ce qui est un objectif, c'est que les représentants des salariés puissent dire leurs mots sur la façon dont sont traités les salariés lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Et donc, moi, je pense qu'une nationalisation globale de l'UNEDIC ou de l'assurance chômage gestion par l'État est une profonde erreur, tout simplement parce que ça fera baisser le niveau d'indemnisation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation des chômeurs. C'est une erreur de nationaliser l'UNEDIC, c'est ce que vous dites? Ah oui, en totalité. Je pense qu'il faut un système qui a à la fois fait de la solidarité nationale, avec des droits universels, et ensuite un système contributif avec l'assurance chômage. Quelques questions liées à l'actualité, Laurent Berger. Vous avez juste évoqué tout à l'heure le cyclone Irma. Nicolas Hulot, qui était invité par le journal Le Parisien, mais l'entretien a été filmé. Le Parisien a soumis Nicolas Hulot aux questions de certains de ses lecteurs, défend l'action de l'État dans la gestion de cette catastrophe, alors que l'État lui-même est mis en cause. On écoute Nicolas Hulot. J'ai vu les cellules de crise se mettre en place dès que nous avons eu connaissance de l'arrivée de ce cyclone. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été prépositionnés avant même que l'ouragan n'affecte Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, non, honnêtement, j'ai vu ce que c'est qu'une cellule de crise. Pas une heure n'a été perdue. Vous pensez que l'État a correctement anticipé la situation ou pas, Laurent Berger? Je ne suis pas très qualifié pour le dire, mais je veux juste dire que quand il y a des vents qui soufflent à 300 km/h, ce qui est quasi inédit, que quasiment tous les bâtiments sont par terre, il doit y avoir un effet de sidération. Et c'est facile dans un studio ou n'importe où de critiquer, de dire qu'il aurait fallu, etc. Moi, je pense que la puissance publique a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, c'est sans doute plus maîtrisé que les heures qui ont suivi l'ouragan, mais je crois qu'il faut un peu de dignité. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Nous avons nous-mêmes lancé avec notre Union régionale de Guadeloupe des actions de solidarité à destination des habitants de Saint-Martin. Je crois que c'est ça qu'il faut mobiliser aujourd'hui et pas la polémique stérile. Un autre fait d'actualité, la rentrée universitaire débute, les étudiants retrouvent progressivement les bancs des facultés. Est-ce qu'il faut poser le débat, voire l'introduire, sur la sélection à l'entrée de l'université, Laurent Berger? Mais c'est pareil, vous savez, moi j'ai manifesté contre les lois de Vaquet en son temps, ça ne nous rajeunit pas, et toujours, c'est avec autour de mots comme ça qui sont amenés à faire le clivage. Mais le mot veut dire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que... Le mot n'est pas artificiel. Non, le mot n'est pas artificiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner la possibilité. Ou est-ce qu'on empêche? Vous savez, il y a des déclarations qui m'ont un peu déplu ces derniers temps. C'est le côté, c'est normal, tout le monde n'a pas à avoir accès forcément à l'université. Oui, mais le problème, on sait qui n'a pas accès à l'université dans ces cas-là. C'est les enfants de couches populaires. C'est les enfants de milieux modestes. Vous savez, l'Observatoire des inégalités, cet été, il a montré que 60% des enfants d'ouvriers non qualifiés n'ont pas le bac. Et donc, moi, je crois qu'il faut essayer de faire monter en compétences. 60%, l'Observatoire des inégalités. Des ouvriers non qualifiés n'ont pas le bac. Ouais, Observatoire des inégalités, dont on a peu parlé cet été, parce que cet été, on a parlé de la reprise économique, c'est très bien, et de la création d'emplois, c'est très bien. Mais on a assez peu parlé d'un pays qui creuse ses inégalités et qui, de mon point de vue, est très inquiétant. Et donc, sur l'université, je crois qu'il faut revoir le système.
d'APB qui est pas et c'est pas simplement la refonte d'un logiciel d'une certaine manière, c'est une conception. Il faut un dialogue avec les organisations étudiantes, notamment la FACH qui est aujourd'hui la première organisation syndicale étudiante et qui fait des propositions en termes de logement, de vie étudiante, mais aussi d'accès à l'université. La France n'aime pas les réformes, disait Emmanuel Macron. Peut-être qu'il a raison. Pas en tout cas, la CFDT, elle aime quand il y a des réformes justes qui améliorent la vie des gens. Et je crois qu'on l'a prouvé dans le passé. Donc moi, je crois qu'il faut faire confiance au dialogue et à la concertation. Vous croyez que la CFDT aime les réformes? Est-ce que la France aime les réformes? Écoutez, est-ce que la France est réformable? Mais bien sûr, elle s'est déjà beaucoup réformée, il faut le faire plus, et des fois ça crée de la tension et de la controverse, c'est pas normal dans une démocratie, mais il faut que ce soit juste, c'est pas simplement le fait de faire des réformes ou de la transformation, il faut que ce soit juste et que les gens y comprennent du sens et sachent où on va, et je crois que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Berger, merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Info, bonne journée à vous.